C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Saleh Kebzabo, l'ancien opposant historique au Tchad, nommé Premier ministre. Après la prolongation de la période de transition, avant cette nomination, il était vice-président du Conseil militaire de transition et en charge du dialogue national, un dialogue largement boycotté. Nous l'écouterons dans ce journal. Journée de tension à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des violences ont éclaté ce matin après la mort d'un jeune conducteur. Il avait été tué par balle la veille par la police. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Et à la fin de cette édition, on part au Nigeria où un professeur d'art a décidé de divertir les personnes âgées dans les maisons de retraite grâce à des casques à réalité virtuelle. Reportage à suivre. Son visage et son nom sont connus des Tchadiens. Saleh Kebzabo a été très longtemps un farouche opposant du président Idriss Déby. Mais après la disparition du maréchal en 2021, l'opposant a rallié le Conseil militaire de transition avec à sa tête le fils de l'ancien président. Aujourd'hui, il a été nommé Premier ministre après la prolongation de la période de transition. Saleh Kebzabo a aussi été en charge de l'organisation du dialogue national de transition, un dialogue boycotté par une grande partie de l'opposition et par les deux principaux groupes rebelles. Pour lui, cette nomination est dans la logique de son engagement dans la transition. Écoutez-le, il répondait aux questions de notre correspondant à N'Djamena, Mamadou Djitembay. Je pense tout simplement que c'est l'aboutissement logique de ce qui a été entrepris politiquement dans ce pays depuis la disparition du président Déby. Nous nous sommes inscrits, mon parti, moi-même et beaucoup d'autres patriotes, dans l'engagement de faire en sorte que les choses changent dans le pays. Elles arrivent progressivement, elles arrivent, c'est l'essentiel. Si je peux être utile dans mon pays, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à l'extérieur du pays, pour que les choses avancent, c'est le plus important. Il faut porter le message de l'espoir, porter le message du changement à tout point de vue et sur tous les fronts. C'est à ça qu'on va se livrer. Je vous le disais, le nouveau Premier ministre tchadien, Saleh Kebzabo, était un opposant historique. À 73 ans, l'ancien journaliste avait brigué à la présidentielle 4 fois. Son portrait signé Caroline Lamboli. C'était un opposant historique au président Idriss Déby. Ce mercredi, Saleh Kebzabo est nommé Premier ministre. Cet ancien journaliste de 75 ans dirige l'Union nationale pour le développement et le renouveau. 4 fois candidat à la présidentielle, il était connu pour ses attaques acerbes contre le président défunt. Nous sommes en phase avec notre peuple et je pense qu'il n'y a aucune crainte. D'élection en élection, Déby est mal élu. Si vous prenez depuis 1996 jusqu'en 2011, chaque fois il est mal élu. Et je crois que c'est la dernière fois qu'il sera mal élu et la prochaine fois il ne le sera même pas. En 2021, à la mort du maréchal, Saleh Kebzabo change de discours. Son parti rallie le gouvernement dirigé par Mahamat Déby, fils du président défunt, qui est proclamé chef de l'État par l'armée. Kebzabo est alors nommé vice-président du comité d'organisation du dialogue national inclusif et souverain. Le dialogue a été boycotté par une très grande majorité de l'opposition politique, ainsi que les deux principaux groupes rebelles. Début octobre, la transition est prolongée de 2 ans. Et lundi, Mahamat Déby est à nouveau investi à la tête du pays. Kebzabo promet aujourd'hui de l'accompagner dans une grande œuvre et de mener à bien la transition politique. La situation sanitaire de plus en plus préoccupante en Ouganda. Le ministère de la Santé comptabilise une vingtaine de victimes confirmées de l'épidémie. Pour la première fois depuis le début de cette épidémie, le 20 septembre dernier, un patient atteint du virus est décédé à Kampala, la capitale. Le président Yoweri Museveni a pris la parole ce soir à la télévision publique. Il appelle la population à ne pas s'inquiéter. Les détails avec notre correspondant dans la région, Clément Diroma. Les 4 millions d'habitants de la capitale ougandaise, Kampala, s'inquiètent du premier décès d'Ebola en ville, confirmé en ce début de semaine. Dans une allocation télévisée ce soir, le président Yoweri Museveni affirme que ce patient aurait fui son village, caché son identité et visité un guérisseur traditionnel dans une autre région avant de finalement atterrir à cet hôpital de Kampala, la capitale. Alors selon le président, les guérisseurs devraient arrêter de recevoir des patients en temps d'épidémie. Museveni a aussi et surtout appelé le personnel médical
et les autorités à arrêter les patients qui refusent l'isolation et tentent de fuir. Ce mercredi, une réunion d'urgence s'est tenue dans la capitale ougandaise avec les ministères de la Santé des pays de la région. Tous se sont engagés à communiquer rapidement entre eux pour éviter la propagation de l'épidémie et prendre des mesures de contrôle strictes aux frontières. Le gouvernement ougandais a annoncé l'arrivée la semaine prochaine de près de 500 premiers vaccins en développement. Et au Cameroun, c'est la variole du singe qui sévit. De nombreux cas ont été signalés. Les régions du centre, du nord-ouest, du sud-ouest, du sud et du littoral sont touchés par l'épidémie. Selon un rapport du ministère camerounais de la Santé, il y aurait 39 cas suspects et 2 décès. Les précisions de notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. L'alerte a été donnée dans une correspondance du responsable de la santé publique de la région anglophone du Sud-Ouest adressée à 2 chefs de district de santé de cette région. Dans sa correspondance, le docteur Philbert Eko confirme l'existence de cas de variole du singe dans les districts de Mbongué et de Kumba après des tests positifs effectués au centre Pasteur de Yaoundé. Une alerte qui venait ainsi confirmer les conclusions d'un rapport d'évaluation épidémiologique du ministère camerounais de la Santé, un rapport qui indique que 5 régions du Cameroun sont touchées par l'épidémie de variole du singe. Je rappelle que selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la variole du singe est une infection virale extrêmement contagieuse qui se transmet des animaux vertébrés, notamment des singes et des rongeurs, à l'homme et se manifeste par une éruption cutanée pustuleuse, de la fièvre et des troubles respiratoires. Pour l'heure, le gouvernement camerounais n'a toujours pas annoncé les mesures qu'il compte prendre pour lutter contre cette épidémie qui a déjà fait 2 morts selon les chiffres officiels. Direction l'est de la République démocratique du Congo. La tension est encore montée d'un cran à Goma ce matin. Des manifestations spontanées ont éclaté dans certains quartiers de la ville du Nord Kivu. Ces manifestations sont intervenues après la mort d'un jeune conducteur abattu par un policier lors d'un barrage routier. Les précisions d'Aurélie Bazara-Kibangula. Des groupes de jeunes sont descendus dans les rues de certains quartiers de Goma. Ils ont mis en place des barricades. La police a fait usage de tirs de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Des témoins nous rapportent avoir entendu des tirs de sommation. Alors à l'origine de cette colère, la mort d'un jeune conducteur abattu par un policier. Le drame s'est déroulé hier vers 17 h. Le jeune homme ne se serait pas arrêté à un barrage et le policier a tiré. Dans un le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, parle d'une bavure policière. Pour rappel, les autorités militaires du Nord Kivu ont lancé lundi des opérations de bouclage. Cela consiste à exiger le paiement des taxes sur les véhicules. Stewart Mwindo, un membre de la Lucha à Goma, nous expliquait qu'avec ces opérations de bouclage, la population éprouve de la rancœur. Une population qui a l'impression, nous dit-il, que les autorités se concentrent plus sur les recettes fiscales que sur la sécurité de la province sous état de siège depuis plus d'1 an. Un procès en flagrance s'est ouvert aujourd'hui au tribunal militaire de Goma. Il a été renvoyé au 20 octobre car la partie civile demande à ce que la République comparaisse elle aussi comme civilement responsable, nous précise une source judiciaire sur place. Le policier est poursuivi pour violation des consignes et meurtre. Au Mali, le président de transition, le colonel Assimi Goïta, s'est vu remettre l'avant-projet d'une nouvelle constitution ce mardi. L'homme fort du pays a rappelé que l'objectif de cette loi fondamentale était de repartir sur de nouvelles bases et de construire une démocratie rénovée et un État mieux organisé. Fin de citation. En Tunisie, environ 500 personnes manifestaient à Zarzis, dans le sud-est du pays. Ils réclamaient aux autorités une intensification des recherches pour retrouver des migrants disparus en mer. Il y a 2 semaines, une embarcation de fortune partie de cette ville avec à son bord 18 migrants a disparu. 8 corps, dont plusieurs de Tunisiens, ont été retrouvés lundi par des marins. On reste en Tunisie pour toute autre chose. Le pays souhaite valoriser son huile d'olive locale et créer un label. Pour cela, des entrepreneurs ont décidé de former des oléologues, des dégustateurs spécialisés dans l'huile d'olive. Lilia Blaise et Hamdit Lili sont allés à leur rencontre. Savoir sentir et déguster.
Deux qualités essentielles pour être un bon oléologue. Celui qui déguste l'huile d'olive à la manière d'un sommelier. Dans la Médina de Sousse, à l'est du pays, cette entrepreneuse montre les gestes pratiques pour déguster l'huile. Alors ce bruit, c'est l'intrusion de l'air en bouche pour vraiment diffuser l'huile et révéler les attributs en bouche. Ces passionnés, professionnels du secteur et agriculteurs doivent savoir déceler les équilibres chimiques et sensoriels du produit. Tu sens l'amande, la pomme? Oui, l'amande des pommes. Le fruité, le piquant et l'amertume sont les attributs d'une huile de qualité. Soraya veut créer une communauté de dégustateurs qui saura mettre en valeur les marques tunisiennes qu'elle expose avec d'autres dans son bar à huile. C'est toute une jeune génération d'agriculteurs, de producteurs qui investissent dans la qualité, qui investissent dans le terroir tunisien et on veut vraiment qu'ils aient une plateforme internationale. En Tunisie, il existe déjà 22 panels de certification, mais le métier d'oléologue n'est pas toujours connu. Dans la Médina de Sfax, une association a décidé d'éduquer les jeunes malvoyants dès le lycée à la dégustation de l'huile d'olive. Leur formatrice souhaite en faire des experts de l'huile d'olive. L'idée est vraiment de montrer à ces jeunes qui sont différents des autres qu'il y a de nouveaux métiers très accessibles pour eux. L'objectif, atteindre les standards d'un certificat international qui permettra à ces jeunes d'avoir un diplôme reconnu. Au Nigeria, un professeur d'art a décidé de divertir les personnes âgées dans les maisons de retraite. Son outil, les casques de réalité virtuelle. Avec ces casques VR, les pensionnaires peuvent s'évader sur des scènes de danse et de musique, mais faire aussi du tourisme en visitant New York, par exemple. Reportage de notre correspondant au Nigeria, Moïse Gomis. Cette pensionnaire de cette maison de retraite de Lagos suit une leçon de méditation-relaxation. Le casque qu'elle porte lui permet de voir puis de répéter les mouvements à accomplir. Depuis plus d'1 an, ces résidents découvrent la réalité virtuelle. Ils sont guidés par Kunle Adewale, un artiste multimédia. Cet atelier stimule leur mémoire. Pour la plupart, ces anciens n'ont presque plus de contact avec leurs familles respectives. On aide les personnes âgées à se reconnecter, se réintégrer et à vivre une expérience magnifique. Cela les aide à vieillir avec grâce. Avec cette expérience, elles peuvent se dire « Je suis aimée, acceptée, j'ai ma place dans la société ». La résidence Regina Mundi est dirigée par cette religieuse catholique. Sœur Antonia lutte contre l'isolement, mais aussi le mauvais traitement subi par de nombreuses personnes âgées. De sujets tabous au Nigeria. Comme dans beaucoup de pays africains, la culture nigériane met l'accent sur la prise en charge du troisième âge par les familles. Pourtant, à Lagos, le mode de vie rend difficile l'existence de certains vieux parents chez leurs enfants. Souvent, on entend des cas de parents logés et enfermés toute la journée par leurs enfants, parce qu'ils sont accaparés à l'extérieur par leur quête quotidienne d'un travail, par exemple. Kunle teste chaque exercice de réalité virtuelle chez lui avant de les proposer lors de ses ateliers. Il s'appuie sur le numérique pour faire du développement social. Cet ex-enseignant s'inspire de son expérience familiale. L'état de santé de la seconde femme de son père, victime d'attaque cérébrale, le pousse à l'époque à trouver des moyens d'interagir avec elle. Après le décès de celle-ci, il se spécialise alors sur des thérapies alternatives. L'art transforme les gens en leur faisant passer un bon moment. Ils sont focalisés sur des choses positives qui sont générées par la musique, le dessin, des couleurs. C'est un moyen d'expression puissant qui peut même les aider à changer leur perspective sur la vie. Kunle intervient dans 3 autres maisons comme cette résidence et en stimulant la mémoire de ses pensionnaires, il adoucit et rend plus digne leur fin de vie. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena et merci à nos correspondants sans qui ce journal ne pourrait pas se faire. Merci à vous de nous être fidèles.